et bien le bonsoir. Le comte de Saint-Germain. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, en tout cas, il y a énormément de représentations, de livres sur lui. Je pense que si vous ne le connaissez pas, ou du moins vous ne connaissez pas son nom, au fur et à mesure de la vidéo, vous allez peut-être reconnaître certaines choses que vous avez déjà entendu parler, parce que très sincèrement, on l'a eu un peu à toutes les sauces, et non, ce n'est pas le comte de Saint-Germain d'Outlander. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du fameux comte de Saint-Germain, un homme illustre, connu pour son immortalité et ses nombreux talents. Comme d'habitude, n'hésitez pas donc à me dire en commentaire si vous connaissiez ce personnage et son histoire, ainsi que de liker la vidéo, ça fait toujours super plaisir de voir que mes recherches plaisent. Personnellement, j'avais donc découvert ce personnage dans la saga de 3 films, la trilogie de films Rouge Rubis, Bleu Saphir, Vert Émeraude. Je crois que les deux derniers sont inversés. Mais je ne pensais pas qu'en fait cet homme avait existé jusqu'à ce que je tombe donc sur un article durant mes recherches. Ce qui était assez drôle, on va dire, en un sens. On découvre. Premièrement, je vais vous présenter l'homme qu'il était, la façon dont on l'a rapporté à travers divers écrits, à travers diverses époques. Cet homme apparemment a toujours été mystérieux. Il est dit que le nom du comte de Saint-Germain n'était qu'une des nombreuses fausses identités dont il se servait, mais pourtant c'est l'identité qui reste la plus célèbre. Il serait connu pour son immortalité et ses nombreuses connaissances en chimie et en alchimie. Cet homme savait parler et écrire près de 18 langues, disait-on, dont le latin, le grec, l'arabe, le chinois, le français et bien d'autres encore. Il maîtrisait aussi les arts, notamment la peinture, énormément le violon d'après les dires, et le clavecin. Le clavecin, c'est un peu l'ancêtre du piano. Cet homme était aussi un très bon orateur et avait un charisme fou. Si l'on retrace un peu l'histoire, alors sa date de naissance est un peu indéterminée, on va dire, puisqu'il serait né entre 1690 et 1710. La légende parle de 1691 et il serait décédé le 27 février 1784 en Allemagne à l'âge de 93 ans, si l'on en croit donc son principal confident, Charles de Hesse-Cassel. On ne sait pas en revanche où il est né, et si je vous parle de lui aujourd'hui, bien qu'il ne soit probablement pas français, c'est qu'il est cité assez régulièrement dans des écrits français et il aurait eu un rôle important dans la France notamment. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Le fait qu'il cache son identité proviendrait du fait qu'il soit l'enfant illégitime d'une personne de la royauté. Il y a eu 2 suppositions. Enfant illégitime du prince François II de Rákóczi, petite pensée à ce prince dans Angélique et le roi, de Transylvanie, et la princesse Violante Béatrice de Bavière, épouse de Ferdinand de Médicis. D'autres racontent qu'il s'agirait plutôt d'un des enfants de la reine d'Espagne, Marie-Anne de Neubourg, et du comte de Melgar. Ce comte-là, par contre, je n'ai absolument pas retrouvé de représentation de lui. Et c'est donc la raison pour laquelle ses contemporains sont sûrs qu'il est issu d'une famille noble, c'est qu'il a de très grandes connaissances justement dans la science, et qu'il a différentes habilités dans les arts que je vous ai cités un peu plus tôt. Et sachant qu'il mène aussi un train de vie assez cher, puisque monsieur, paraîtrait-il, aimait énormément se pavaner avec diverses pierres précieuses et bijoux qu'il collectionnait énormément. Suite à une lettre donc de son ami le comte de Belle-Île, dont nous parlerons un peu plus tard, au marquis de Marigny, Saint-Germain a eu droit de poser ses valises au château de Chambord pour établir son laboratoire justement dans les communs pour faire de la chimie. Il est venu avec donc ses domestiques et j'en passe, sachant que apparemment il a passé beaucoup plus de temps sur Paris que sur Chambord en lui-même. On lui prêterait l'écriture de l'œuvre ésotérique, la très sainte Trinosophie, je vais y arriver, un livre qui daterait du XVIIIe siècle.
Donc l'historien Gérald Massadier s'interroge sur le fait que cela ne soit une œuvre plutôt que de son disciple, le comte nommé Cagliostro, de son vrai nom Joseph Balsamo. Ce dernier prétendait lui-même être un disciple donc du comte de Saint-Germain pendant que cet homme était extrêmement connu à Versailles dans les années 1750-1760. Lui-même avait par ailleurs prétendu posséder l'eau de jouvence. Pour celles et ceux qui ne savent pas, l'eau de jouvence permettrait de rajeunir, mais de façon drastique. Et ce monsieur Balsamo en profitait du coup pour vendre ses élixirs à la cour de Versailles à un prix exorbitant. Est-ce que ça marchait? Ça, on ne sait pas. Donc c'est un peu comme la pierre philosophale de Nicolas Flamel. Revenons à l'œuvre. Donc celle-ci aurait été détruite par son possesseur et potentiel auteur, du coup le comte de Saint-Germain, au cours d'un de ses nombreux voyages. Actuellement, il ne demeure qu'une seule copie qui est conservée à la médiathèque du Grand Troyes. Le comte de Saint-Germain a énormément inspiré beaucoup d'œuvres et d'artistes, mais aussi a eu droit à diverses apparitions dans diverses créations cinématographiques, comme la saga dont je vous parlais peu de temps avant, ou encore de très nombreux romans que je ne citerai pas parce qu'il y en a vraiment beaucoup, étant majoritairement du coup des bibliographies. Déjà un homme qui sort un peu de nulle part, qui a une énorme réputation dans son époque et qui transcende encore un peu, qui est un pilier de l'alchimie, on va dire, et de la chimie. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Ce que l'histoire du coup a retenu de lui, c'est que de 1737 à 1742, le comte était à la cour du Shah de Perse, pareil, Angélique et le roi, où il aurait appris beaucoup de choses, et notamment la chimie. Ça, ceux qui auront vu justement le film Angélique, Marquise des Anges, et donc le troisième volet avec le roi, j'avoue que ça ne m'a pas vraiment surpris de voir Shah de Perse, alchimie, puisque dans ce film-là, on en parle un peu. Quand il était à Vienne, le comte de Belle-Île était atteint d'une mystérieuse maladie, donc là actuellement à ce moment-là il était mourant, et les deux hommes se sont donc rencontrés par le biais d'un intermédiaire. À l'époque, personne ne savait qui était le comte de Saint-Germain, et lorsque le comte de Belle-Île est revenu de Prague accompagné du comte, il semblait totalement guéri. Donc pour remercier son sauveur, entre gros guillemets, Belle-Île a fait entrer le comte de Saint-Germain donc à la cour de Vienne. C'est l'un des lieux où le comte de Saint-Germain va passer le plus clair de son temps. Il y a 3 grandes villes qui marquent principalement sa vie: Vienne, Londres et Versailles. Enfin, ville, du coup, cour, on va dire. Après divers bals et conventions, il a rencontré donc la fameuse marquise de Pompadour, qui à l'époque était une favorite de souvenirs. Alors je ne sais plus si c'est de Louis XV, mais en tout cas ils ont noué très rapidement une grande amitié, et elle a donc présenté le comte de Saint-Germain à Louis XV. Et ça s'est passé donc en décembre. Je n'ai pas eu l'année. Par contre, apparemment, des retours qu'il y a eu dans plusieurs écrits que j'ai lus, Louis XV a énormément pris d'affection aussi le comte de Saint-Germain, ce qui a attisé quelques jalousies, bien évidemment. Il paraîtrait que quand il était à Londres, il aimait énormément faire du violon et beaucoup lui prêtaient un talent incroyable. En 1744, le roi en personne lui demande, après avoir eu vent de ses facultés, de guérir sa favorite du moment, Madame de Châteauroux, qui malheureusement a succombé à un empoisonnement. Je pensais que ça allait lui porter préjudice, et apparemment absolument pas. Il a même été mis par le roi dans les affaires étrangères de souvenirs, ce qui a causé quelques soucis par la suite. Donc je tiens à préciser déjà que je ne vais pas m'étendre sur l'histoire parce qu'il y a énormément de choses. Par contre, je vous ai mis les sources dans la description si vous voulez lire. Je vous les mettrai vraiment à part pour que vous puissiez les voir. Il y a beaucoup de faits historiques sur cet homme. Quelques temps plus tard, il y a donc un écrivain anglais du nom de Horace Walpole, qui apparemment n'est pas très bien vu de ce que j'ai vu dans d'autres articles, qui avait écrit une lettre donc, en disant qu'un homme qui vivait à Londres avait un différend avec la justice et qu'il utilisait un nom d'emprunt qui n'était autre que Saint-Germain, et que ce dernier refusait de révéler sa véritable identité. Il paraît que ce Horace avait un peu la jalousie
qu'un homme ait autant d'intérêt, susciter autant d'intérêt à la cour de Londres. Sauf que le comte de Saint-Germain, ça s'est révélé donc en un sens vrai, ce que disait l'écrivain, c'est qu'il a été arrêté pour cause de soupçons d'espionnage, mais par manque de preuves, il a seulement été assigné à résidence pendant 3 mois à Londres, puis il est reparti à la cour de Vienne. On va donc faire un bond dans le temps. Donc cet homme, d'après les récits de la comtesse d'Adhémar, de son vrai nom, Gabrielle Boutillier de Chavigny, aurait même prévenu Louis XVI et Marie-Antoinette de la Révolution française. Donc elle a un peu retranscrit la conversation et apparemment, lorsqu'il a parlé à Marie-Antoinette, cette comtesse d'Adhémar était présente et Marie-Antoinette aurait voulu le diriger du coup vers Louis XVI pour qu'il le prévienne, mais il y a eu un petit souci où Louis XVI était occupé, je ne sais plus trop. Malgré le temps donc qui a passé, l'homme ne semblait pas avoir pris une ride, puisque la dernière fois que la comtesse d'Adhémar, de ce qu'elle dit, elle l'avait vu il y a facilement une quinzaine d'années, il n'avait absolument pas changé. Il est cité donc dans Souvenirs sur Marie-Antoinette, publié en 1836 par Étienne Léon de Lamotte-Langon, qui prétend donc qu'il s'agit des mémoires authentiques de la comtesse d'Adhémar. Il a vécu donc principalement, comme je vous le disais, un peu à Londres, à Paris et à la cour de Vienne, se faisant une sacrée réputation un peu partout, mais pourtant étant totalement adulé. À savoir qu'évidemment, un personnage aussi illustre ne peut pas passer à côté de ce phénomène, on va dire. Il y a diverses personnes au fil des siècles qui ont prétendu l'avoir rencontré, ce qui perpétue un peu sa légende d'immortalité. Il y a des écrits qui ont été retrouvés dans les années 1800, 1900, et il y en a même un dont je parlerai un peu après, qui disait en 1970 être le comte de Saint-Germain. Dans la légende, il était dit donc que le comte était constamment couvert de bijoux et de cristaux, mais aussi qu'il ne se nourrissait exclusivement que de pain et de pilules, donc je ne sais pas ce qu'on contenait ces pilules, ainsi que de gruau. En revanche, il ne mangeait quasiment, voire jamais, et il ne buvait pas non plus justement en public. Je ne sais pas si c'était pour préserver peut-être un côté mystique, en tout cas c'est ce que l'histoire a déjà retenu de lui. Et les croyances populaires aussi parlaient du souvenir de ses vies antérieures et il était dit qu'il faisait preuve d'une très grande sagesse. Il racontait notamment à la cour des intrigues qui avaient eu lieu à Babylone, à une autre période aussi de l'histoire. Un peu dans ce qui concerne les fun facts, Napoléon III, qui s'intéressait beaucoup au comte de Saint-Germain, a chargé la police de rassembler aux Tuileries donc tous les indices concernant cet homme, tout ce qu'on pouvait trouver, toutes les archives. Sauf que le dossier aurait été détruit dans un incendie en 1871 du palais parisien, ne laissant plus aucun indice sur l'identité potentielle du comte et de sa potentielle existence. À savoir que donc dans la vidéo qui suivra celle-ci, on reparlera de Napoléon III et de l'incendie, enfin d'un des incendies du moins, de 1871. Le duc de Choiseul, peut-être que vous en avez déjà aussi entendu parler, ne portait pas vraiment le comte dans son cœur. Il se détestait cordialement. Le duc de Choiseul a tenté par divers moyens de discréditer et de faire tomber du coup le comte de Saint-Germain, notamment à un moment, ça a été relaté, en engageant un comédien pour usurper l'identité du faux comte, en espérant le faire tomber en disgrâce. Sauf que ça a eu totalement l'effet inverse et ça n'a fait que faire briller davantage le comte de Saint-Germain, puisque le comédien, il a été pris, on voyait qu'il usurpait l'identité. Voltaire lui-même avait écrit à Frédéric II de Prusse dans une lettre du 15 avril 1760, je cite « C'est un homme qui ne meurt point et qui sait tout », donnant encore plus de poids au fait qu'il était immortel et qu'il avait un savoir immense. Et Frédéric II de Prusse lui-même appelait cet homme « l'homme qui ne peut mourir ». Donc je n'ai pas réussi à trouver de lettres, de photos de ces lettres notamment. J'ai pas mal cherché aussi, mais je tombais plus sur des lettres de Voltaire ou de Frédéric II, mais qui n'avaient strictement rien à voir. Moi j'ai vu la signature de Voltaire et de Frédéric, mais bon. Plus récemment,
peut-être que certains en auront déjà entendu un peu parler si vous aimez bien ou connaissez Dalida. Un homme dans les années 70 se faisait donc passer pour l'illustre comte de Saint-Germain. Donc ce dernier a par ailleurs fréquenté Dalida, la chanteuse, de 1972 à 1981. De son nom, Richard Chanfray, il affirmait donc être le comte. Il est décédé en 1983 et c'était un peintre, chanteur et acteur et aussi une personnalité assez médiatique. Cet homme prétendait être âgé de 17 000 ans et il prétendait transformer du plomb en or, qu'il pensait encore à Geoffroy de Perrac d'Angélique. Il s'agit d'ailleurs d'une transformation chimique pour celles et ceux qui se posent la question. Et je vous laisse donc la vidéo pareil dans la description qui montre en fait la façon dont il s'exprime. Il y a une partie aussi où il montre la transformation. On lui prêtait la même aisance donc, et la même façon de parler et les mêmes centres d'intérêt que le comte, de ce qu'on va rapporter, ainsi que des ressemblances physiques. Donc vous vous doutez bien que je n'ai pas pu relater tous les faits concernant cet homme parce que vraiment il y a eu énormément de citations, d'apparitions de part et d'autre. Mais j'espère quand même avoir pu vous amener suffisamment de détails concernant cet homme. Pour ma part, je pensais qu'il s'agissait d'un personnage fictif. Et avant de faire ces recherches, et finalement je tombe sur un homme qui a agité son temps et divers pays, laissant place quand même à une légende et beaucoup d'histoires à son sujet. Le fait qu'il ait pris part aussi aux affaires politiques avec le roi Louis XV, c'est quand même assez impressionnant parce que je ne l'avais jamais entendu parler de lui auparavant. Et pourtant, entre Louis XIV et Louis XVI, j'étudie quand même pas mal l'histoire. Bon, la politique, on va pas se le cacher, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai jamais vu. Donc je vous mets tout dans la description, de toute façon les sources et un peu à part dans la description, la vidéo vous pouvez le retrouver, ainsi que je crois qu'il y a 2 sites où j'avais vu que vous pouvez avoir des informations complémentaires, dont un où vraiment il relate toute sa vie avec les dates, etc. Et franchement c'est impressionnant de savoir qu'il a été en contact avec de très grands noms, on va pas se le cacher. J'espère donc que cet épisode vous aura plu et que vous avez pu apprendre pas mal de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire donc si vous connaissez l'histoire de cet homme. Si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à liker pour me montrer que voilà, mon travail vous plaît quand même, ces recherches, et à me suivre pour ne pas louper d'autres histoires de ce genre. Si jamais vous vous posez un peu la question sur ce qu'est la chaîne, je vous laisse aller voir la vidéo de présentation de la chaîne où je vous y explique tout. Et donc je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle histoire.